Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Franck-Pierre de l'atelier des nouveaux entrepreneurs, chaîne dédiée à l'entrepreneuriat, aux stratégies web marketing qui donnent des résultats, mais également à la comptabilité et gestion des entreprises. Dans cette vidéo un peu particulière, on va voir ensemble les erreurs qu'il faut mieux éviter de faire et que trop de micro-entrepreneurs, trop de porteurs de projets font encore lorsqu'ils créent leur activité, lorsqu'ils créent leur micro-entreprise. Mais avant de voir tout ça en détail dans la seconde partie de cette capsule, eh bien, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Vous avez tous les liens en haut à droite et dans la description de cette vidéo. Et puis, je vous invite aussi par la même occasion à vous inscrire au groupe Facebook. Vous avez tous les liens également dans la description. Sur ce, eh bien, on passe tout de suite à la deuxième partie de cette vidéo. Bienvenue dans la deuxième partie de cette vidéo consacrée aux erreurs qu'il faut éviter de faire et que font malheureusement la plupart des micro-entrepreneurs, la plupart des auto-entrepreneurs qui créent leur business, que ce soit en ligne comme dans l'économie traditionnelle. Première erreur que font la plupart des micro-entrepreneurs, auto-entrepreneurs quand ils créent leur activité, eh bien ils choisissent une date de début d'activité absolument sans réfléchir. Et c'est un petit peu normal qu'ils fassent cette erreur puisque tout simplement, on les informe pas, on leur dit pas qu'il y a en fait des dates à privilégier plutôt que d'autres. Alors, quelle est cette erreur? Eh bien, par exemple, là, on est au mois de septembre 2018. Eh bien, admettons que vous créez votre activité en tant qu'auto-entrepreneur, micro-entrepreneur le 15 septembre 2018. Eh bien, les impôts vont considérer que votre première année d'activité, eh bien, elle démarre le 15 septembre 2018. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que vous avez un certain nombre de taxes ou d'impôts dont vous allez être exonéré. Par exemple, pour les micro-entrepreneurs, auto-entrepreneurs, ça va être la fameuse CFE dont vous êtes exonéré la première année d'activité. Si, par exemple, vous vous créez à partir du 15 septembre 2018, eh bien, les impôts vont prendre en compte cette date de début d'activité pour pouvoir vous exonérer, de la CFE. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors même que vous auriez pu profiter d'une année civile complète d'exonération, c'est-à-dire sur 12 mois, eh bien, vous n'allez pouvoir bénéficier de l'exonération, par exemple, de CFE, que sur le nombre de mois qui court jusqu'au 31 décembre 2018. C'est-à-dire concrètement seulement que de 3 mois, si on ne prend pas en compte le mois de septembre qui est déjà largement commencé, vous n'allez pouvoir bénéficier qu'une exonération de CFE que durant 3 mois, alors même que vous auriez pu bénéficier de cette exonération pendant une année pleine, c'est-à-dire 12 mois. Conséquence de tout ça, eh bien, vous serez taxé dès 2019 au titre de la CFE, alors que vous auriez pu bénéficier d'une exonération pendant une année complète. Alors, petit complément d'information à destination de ceux qui veulent créer leur entreprise à partir de l'année qui suit, c'est-à-dire, si on prend un exemple concret, janvier 2019, surtout ne créez pas votre entreprise le 1er janvier 2019, mais plutôt à partir du 2 ou du 3 janvier 2019, parce que l'administration fiscale ne remet les compteurs à zéro non pas le 1er janvier, mais le 2 janvier. Donc, vous ne faites pas avoir, sinon, eh bien, vous pouvez perdre le bénéfice d'un certain nombre d'exonérations. Créez-vous à compter du 2 ou du 3 janvier 2019, mais surtout pas le 1er. Deuxième erreur à ne surtout pas faire, payer pour s'inscrire sur Internet comme auto-entrepreneur ou micro-entrepreneur. Surtout, ne vous faites pas avoir. L'inscription en ligne pour devenir micro-entrepreneur ou auto-entrepreneur est totalement gratuite. Je le dis parce que tous les ans, eh bien, il y a tout un tas de personnes qui se font avoir avec ça. Vous avez des sites qui sont très bien présentés et qui ont un peu l'aspect de sites officiels et qui vous proposent une inscription en tant que micro-entrepreneur ou auto-entrepreneur en prenant en charge moyennant paiement toutes les démarches administratives. Le volume de démarches administratives pour devenir micro-entrepreneur, auto-entrepreneur sont vraiment très très simples. C'est tout l'intérêt de ce statut de pouvoir démarrer
très simplement et très facilement dans une activité, que ce soit une activité en ligne ou dans l'économie traditionnelle. Donc vous avez un site de référence pour pouvoir vous inscrire comme micro-entrepreneur et auto-entrepreneur, c'est www.l'auto-entrepreneur.fr. Alors, c'est vrai que le design de ce site est franchement pas terrible, il est même franchement moche, mais il a le mérite d'être efficace et ce sera également le site de référence pour vous pour pouvoir payer vos cotisations sociales, pour faire vos déclarations de cotisations sociales en tant que micro-entrepreneur et auto-entrepreneur. Troisième erreur à ne pas faire, c'est celle qui consiste à se tromper entre activité principale et activité secondaire. Lorsque vous allez vous inscrire en ligne comme micro-entrepreneur, auto-entrepreneur, une des premières questions qui vous sera posée, ce sera de déterminer si votre activité va être exercée à titre principal ou secondaire. Alors pourquoi c'est important? Eh bien tout simplement parce que selon le choix que vous allez faire, eh bien ça va avoir des répercussions sur tout simplement votre régime de santé obligatoire, mais aussi sur votre régime de retraite. Ça veut dire que la première question qu'il faut vous poser pour éviter ce type d'erreur, c'est celle qui consiste à vous demander si par exemple vous êtes étudiant ou si vous êtes salarié, est-ce que mon activité de micro-entrepreneur va représenter la plus grosse partie de mon activité personnelle? Est-ce que ça va être la principale source de revenus pour moi? Ou est-ce que je vais simplement travailler l'équivalent d'un week-end ou de simplement quelques jours dans la semaine? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est ce qui va définir si votre activité commerciale va être principale ou exercée à titre accessoire. Si vous envisagez l'activité de micro-entrepreneur comme étant une activité qui va vous permettre de compléter vos revenus, et bien dans ce cas-là, c'est une activité secondaire. Mais si par contre ça va être votre principale source de revenus, eh bien ça devient une activité principale. Si par exemple vous êtes étudiant et que vous consacrez la plus grande partie de votre temps, eh bien non plus à étudier, mais votre temps à développer votre activité en tant que micro-entrepreneur, mais dans ce cas-là, de facto, vous n'êtes plus étudiant, mais véritablement à temps plein micro-entrepreneur, et donc votre statut, votre régime de protection sociale va changer. Vous allez rentrer dans le régime de protection sociale des indépendants, affecté, qui correspond à celui du statut de micro-entrepreneur, avec les charges sociales qui s'y rattachent. Donc pour résumer, ça veut dire que selon le choix que vous ferez, activité principale ou activité secondaire, eh bien ça va directement impacter votre régime de protection sociale et votre régime de retraite. Donc faites attention à ça, ne vous inscrivez pas n'importe comment, réfléchissez avant de procéder à votre inscription. Alors, autre erreur à ne pas faire, et c'est très important parce qu'il y a trop d'auto-entrepreneurs et de micro-entrepreneurs qui se font avoir avec ça tous les ans. Une fois que vous allez vous inscrire en ligne en tant que micro-entrepreneur, dans les semaines qui vont suivre ou dans les mois qui vont suivre, vous risquez de recevoir des courriers parfois assez intimidants de la part d'officines plus ou moins obscures qui vont vous demander de payer telle ou telle somme. Surtout, ne vous laissez pas impressionner. Ces lettres sont très très bien faites. Souvent, elles donnent un peu l'aspect de provenir des impôts ou de l'URSSAF ou d'organismes officiels. Ce n'est absolument pas le cas. Ces entreprises ont des pratiques commerciales à la limite de l'escroquerie. Parfois, c'est même carrément de l'escroquerie. Donc, ne payez rien. Et avant de payer quoi que ce soit, vous vous renseignez auprès de l'URSSAF, qui va être votre organisme de référence pour le paiement de vos cotisations sociales. Renseignez-vous auprès de votre chambre des métiers dont vous dépendez ou de votre chambre de commerce. De la même manière, si vous avez un coup de téléphone de la part d'un organisme plus ou moins obscur, déjà vous demandez le nom de l'organisme, vous demandez le nom de la personne, déjà ça calme assez vite, et sachez que de toute façon, la plupart des organismes, que ce soit l'URSSAF comme les impôts, ne contactent pas les gens par téléphone comme ça pour demander des informations. Lorsqu'on commence à vous poser un certain nombre de questions, la première chose qu'il faut dire,
c'est que vous ne répondez à aucune question par téléphone. Si vous avez des questions à poser, vous me envoyez un courrier tout simplement et je vous y répondrai avec mon conseil, avec mon avocat, mais je ne réponds à aucune question précise par téléphone. Vous m'envoyez un courrier et je vous réponds par courrier. C'est très important parce que, eh bien, la seule chose qui vaille en droit, c'est pas le blabla, ce sont les écrits. Donc il faut toujours demander des écrits. Vous répondez à des écrits, pas à une personne que vous ne connaissez pas. C'est peut-être un escroc. Cette personne ne peut absolument pas vous justifier de son identité, ni de la responsabilité, ni de sa mandature. Donc vous faites pas avoir. Vous répondez aux questions qu'on vous pose, mais uniquement par écrit. Et ceci, même lorsque ça peut arriver, un organisme officiel, parce que en cas de litige, la seule chose qui vaille, c'est le dossier qui sera monté par vous et votre avocat pour pouvoir défendre vos droits. Le reste, c'est du blabla. Un magistrat, un juge, ne statue que par rapport à un dossier, à des pièces effectives, pas par rapport à du blabla. Donc, ne vous laissez pas impressionner, parce que moi, ça m'est arrivé déjà plusieurs fois. C'est vrai que ce type de personnes qui vous contactent comme ça par téléphone, ce sont des comédiens professionnels, et souvent, c'est vrai qu'ils ont vraiment ils sont vraiment dans leur rôle, quoi. Donc, vous faites pas avoir, et croyez-moi, quand vous commencez à leur demander de vous envoyer une lettre, de rendre officielles les choses, ça les calme généralement tout de suite. Alors, autre erreur que font beaucoup de micro-entrepreneurs et d'auto-entrepreneurs, c'est d'opter au moment de leur inscription comme micro-entrepreneur, c'est d'opter pour le prélèvement libératoire sans avoir préalablement réfléchi. Au moment de votre inscription, on va vous demander si vous voulez opter pour le prélèvement libératoire sur les revenus ou pas. Alors c'est vrai, quand on n'est pas très informé sur la chose, d'emblée on est un peu dubitatif. Le prélèvement libératoire, qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, c'est une modalité qui permet en fait de payer vos impôts lorsque vous déclarez vos cotisations chaque mois ou chaque trimestre, selon le choix que vous ferez. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'à chacune de vos déclarations, un calcul sera fait et un montant d'impôt sera ajouté au montant de votre cotisation, et donc vous aurez un global à payer, ce qui vous évitera en principe, des mauvaises surprises en fin d'année au moment de payer vos impôts, puisque tout simplement, eh bien, vous n'aurez pas à les payer, puisque vous aurez payé déjà préalablement vos impôts tous les mois en même temps que vos cotisations sociales. Pour faire simple, plutôt que de payer vos impôts une seule fois en fin d'année, eh bien là, vous les payez un petit peu tous les mois. Alors vous allez me dire, alors le problème, c'est quoi? Eh bien, le problème, c'est que il faut opter ou pas pour le prélèvement libératoire au moment de votre inscription en tant que micro-entrepreneur, auto-entrepreneur, selon votre statut fiscal actuel. Si vous n'êtes pas imposable et que votre activité en tant que micro-entrepreneur, auto-entrepreneur va être véritablement exercée à titre accessoire, donc là, on est dans le cadre, ce qu'on voyait tout à l'heure ensemble, d'une activité secondaire. Donc, vos sources de revenus en activité secondaire va être relativement faibles. Donc, si déjà vous n'êtes pas imposable, ces sources de revenus complémentaires ne vont pas vous faire dépasser le plafond. Et donc, même avec cette activité secondaire, vous ne serez toujours pas imposable. À quoi ça sert de payer une quote-part d'impôt tous les mois? Absolument à rien, c'est complètement stupide. Donc, n'optez pas, dans ce cas-là, pour le prélèvement libératoire. Alors, par ailleurs, l'option sur le prélèvement libératoire, il peut se modifier d'une année sur l'autre. Donc, moi, je vous déconseille dans un premier temps, surtout si vous êtes non imposable, de cocher la case en premier lieu, quitte à y revenir plus tard, dans quelques années, selon l'évolution de votre situation fiscale personnelle. Donc si vous êtes déjà imposable, il y a une petite étude à faire pour voir si ça vaut le coup ou pas d'opter pour ce prélèvement libératoire. Je ferai une vidéo dédiée justement à ça parce que ça peut ne pas être évident pour tout le monde. Quand on n'est pas un peu moulé dans le truc, c'est vrai que ça peut paraître un peu compliqué. Mais de facto, l'option pour ou pas le prélèvement libératoire est vraiment fonction de votre situation fiscale au moment de votre inscription comme micro-entrepreneur. Donc vous avez bien compris, activité principale ou activité secondaire, et d'où l'utilité aussi de faire un business plan, quelle que soit d'ailleurs
Il faut toujours faire un business plan quand on est porteur de projet, quelle que soit la taille de votre entreprise, que vous que vous commenciez en micro-entrepreneur ou en SARL ou en SAS, peu importe, ou en SASU, peu importe, vous devez faire un business plan parce que vous savez où vous allez, et notamment sur la question qui concerne votre revenu. Alors, autre chose très importante, d'ailleurs que personne ne vous dit, ça c'est quand même incroyable, c'est que ce qu'il faut faire une fois que vous vous êtes créé comme micro-entrepreneur, dans les semaines, dans les mois qui suivent, c'est de vous créer un compte professionnel sur impôts.gouv.fr. Et ça, c'est très important, c'est le site officiel des impôts. Pourquoi? Parce que en vous inscrivant, en créant un compte professionnel sur ce site officiel des impôts, eh bien, vous allez tout simplement recevoir des mails qui vont vous notifier, le paiement de telle ou telle somme, ou tout simplement votre exonération de tel ou tel impôt ou de telle ou telle taxe. C'est pas parce que vous êtes micro-entrepreneur et que vous faites un chiffre d'affaires égal à 0 que vous n'aurez rien à payer. Ça a été le cas notamment de micro-entrepreneurs qui, parce qu'ils ne réalisaient pas de chiffre d'affaires, pensaient que, par exemple, ils n'étaient pas redevables de la CFE. Grave erreur. Et comme ils ne s'étaient pas inscrits sur impôts.gouv.fr, eh bien, ils n'ont pas été avertis de l'application du paiement de la CFE. Résultat des courses, ils l'ont pas payé. Et donc, les impôts leur ont collé non seulement une pénalité, mais en plus une mise en demeure de payer tout simplement la CFE. Et donc, ça peut tout de suite monter à 300, 400, 500 euros. Vous voyez? Donc, ça, c'est vraiment le type d'erreur que l'on fait quand on se lance comme micro-entrepreneur parce qu'on n'y connaît rien. Et le plus grave dans tout ça, c'est que on ne leur dit pas aux micro-entrepreneurs. Ils vont pas le deviner si on leur dit pas. Donc, vraiment, faites-le. Une des premières choses à faire dans les semaines qui suivent votre inscription comme micro-entrepreneur, ouvrez-vous un compte professionnel sur impôts.gouv.fr. Vous aurez votre dossier fiscal professionnel en ligne, comme vous avez votre dossier fiscal personne physique, donc à titre individuel également, en ligne. Et puis ce qui est très bien aussi, c'est que comme vous recevez régulièrement des notifications, mais ça vous permet tout simplement de pas laisser passer des dates qui sont clés pour pouvoir faire vos déclarations ou pour pouvoir tout simplement payer ce que vous avez à payer. Donc être micro-entrepreneur, je le rappelle, c'est être chef d'entreprise, c'est d'être responsable. Nul n'est censé ignorer la loi. N'attendez pas que les informations viennent à vous. Allez vers les informations. Faites-vous un calendrier d'échéance. C'est hyper important. Soyez rigoureux parce qu'aujourd'hui, vous avez peut-être une toute petite entreprise comme micro-entrepreneur. Mais moi, je l'espère pour vous, vous allez vous développer. Et si vous prenez les bonnes démarches, les bonnes méthodes, une bonne hygiène de gestion administrative, on va dire, dès le départ, eh bien, vous êtes sûr d'avoir une bonne santé administrative dans les mois et dans les années qui viennent. Et le jour où vous allez transformer votre micro-entreprise en SAS, en SASU ou en SARL ou en EURL, eh bien, vous serez déjà parfaitement bien conditionné pour faire du bon boulot et gérer votre entreprise correctement. Alors, autre erreur que font également beaucoup de micro-entrepreneurs, beaucoup d'autres entrepreneurs, c'est tout simplement de méconnaître les dates d'appel de cotisation qu'ils ont tout simplement à payer. L'URSSAF va pas vous envoyer un mail en vous disant « Coucou monsieur, madame, vous allez avoir des cotisations sociales à payer dans quelques semaines. Au niveau de la CFE, en théorie, je dis bien en théorie, vous recevez un mail vous notifiant l'avis d'imposition qui est en ligne, mais ça c'est de la théorie. Dans la réalité, vous pouvez très bien ne pas recevoir le mail. Les services des impôts peuvent aussi tout simplement, je dirais avoir une galère technique à un moment ou à un autre, et puis ça part pas, et vous recevez rien. Donc vous devez absolument vous faire un échéancier des principales dates concernant vos échéances à la fois sociales mais aussi fiscales. Donc vous devez véritablement connaître les dates d'appel de cotisation pour votre activité de micro-entrepreneur. Vous pouvez pas vous cacher derrière une logique qui consiste à dire « Ah, je savais pas parce qu'on me l'a pas dit ». Non. Aujourd'hui, on a tous Internet. Si vous voulez avoir la bonne information, eh bien, il va falloir vous bouger et puis ne pas attendre que l'information vienne vers vous, mais d'aller vers l'information. Et c'est pour ça que ça, faut vraiment le faire dès le départ. Vous vous faites un échéancier avec toutes les dates et croyez-moi,
vous vous accrochez ça au mur devant votre bureau, vous avez ça sous les yeux, et comme ça, vous risquez pas de laisser passer une date, et vous n'allez pas vous retrouver avec des problèmes ou des pénalités en plus. Donc vraiment, faites gaffe à ça, vous devez connaître vos dates d'appel de cotisation. Alors, autre erreur que font également beaucoup de micro-entrepreneurs, auto-entrepreneurs quand ils créent leur activité, c'est de ne pas demander l'ACRE comme aide à la création d'entreprise. Alors, c'est vrai qu'il y a sans doute en la matière une carence en matière d'information, mais là encore, eh bien, quand on crée une activité, on cherche à se renseigner sur les différentes aides financières ou les aides qui parfois ne sont pas financières mais qui offrent des exonérations par exemple de cotisations. Ça peut être très très intéressant pour pouvoir démarrer dans de bonnes conditions. Là encore, c'est aux porteurs de projet d'aller vers l'information et pas d'attendre qu'on lui donne les informations. Donc vraiment, soyez à la barre, soyez à l'initiative. L'ACRE pour vous, c'est vraiment capital, c'est vraiment important si vous y avez droit parce que ça vous offre une réduction du taux de cotisation les 3 premières années. Pour l'avoir, eh bien, il suffit d'avoir entre 18 et 25 ans, d'être au chômage ou d'être bénéficiaire de l'ATA, de l'ASS ou du RSA, d'avoir entre 26 et 30 ans et de ne pas avoir travaillé suffisamment pour avoir droit au chômage. Si vous créez une entreprise dans une zone urbaine sensible, là, ce qu'on appelle les US, ben là c'est pareil, vous allez pouvoir en bénéficier. Et si vous êtes demandeur d'emploi, eh bien là encore, selon vos droits, eh bien vous allez pouvoir avoir accès à un certain nombre de dispositifs. Profitez-en, tout ce que vous pourrez faire en économie sur le plan financier, en termes d'exonération de cotisation, tout ce que vous pourrez avoir comme aide financière, eh bien ce sera du plus qui vous permettra de démarrer dans de bonnes conditions votre activité. Faites en sorte de bénéficier de tout ça pour pouvoir protéger vos finances, pour pouvoir protéger votre trésorerie. Vous devez savoir que la très très grande majorité des entreprises qui dépassent pas le cap des 3 ans, micro-entrepreneurs qui dépassent pas le cap de l'année de création, c'est dû principalement non pas à une absence de marché, mais la plupart du temps à une absence de trésorerie ou à une trésorerie insuffisante. Donc il faut avoir la trésorerie suffisante pour pouvoir financer son besoin en fonds de roulement par exemple. Donc, et c'est pas le banquier qui va vous aider. Les banquiers ne financent plus les besoins en fonds de roulement. Déjà qu'ils ont du mal à financer les investissements en matériel quand les petites entreprises leur demandent. Pour résumer, je vais pas me faire que des amis parmi les banquiers, mais c'est quand même la réalité de la petite entreprise en France. Si vous avez besoin de rien, faut aller les voir. Donc, protégez votre trésorerie. Donc, essayez de faire en sorte de pouvoir bénéficier de tout le cadre, tous les cadres législatifs qui existent pour pouvoir, eh bien, profiter d'exonération ou d'aide financière. Donc pour tout ça, adressez-vous à Pôle emploi, adressez-vous aux chambres des métiers, adressez-vous aux CCI, elles sont là pour ça. Vous avez également les boutiques de gestion qui font un travail formidable. Bref, adressez-vous aux personnes dont c'est le métier. Vous aurez par cet intermédiaire des informations toutes fraîches avec éventuellement des conseils. Je ne peux pas répondre à toutes les questions techniques de cet ordre-là. Sur la chaîne, c'est absolument pas possible. Et puis je suis tenté aussi de vous dire, à chacun son métier, moi je suis pas là pour non plus faire le boulot des autres. Donc vous avez des gens très compétents au niveau de l'administration, dont c'est le métier, dont c'est la vocation. Ils sont là pour répondre à vos questions, y compris les impôts. N'ayez pas peur des impôts. Ils sont pas là, les fonctionnaires des impôts sont pas des méchants fonctionnaires, etc. Ils sont là tout simplement pour faire le job, c'est-à-dire recouvrir l'impôt, mais ils sont là aussi pour informer et conseiller le public et notamment les chefs d'entreprise. Ne l'oubliez pas. Dernière erreur et je dirais dernier conseil qui va avec, n'ouvrez pas un compte professionnel pour votre activité de micro-entrepreneur. Vous n'avez absolument pas l'obligation légale d'ouvrir un compte professionnel pour votre activité de micro-entrepreneur. J'insiste là-dessus parce que il y en a encore beaucoup d'entre vous qui vont se faire avoir avec ça. L'administration vous impose seulement d'avoir un compte, des comptes bancaires séparés, c'est-à-dire un compte pour votre activité personnelle et un compte bancaire pour votre activité micro-entreprise. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ça vous offre une gestion plus saine, ça permet également en séparant bien les choses,
ça facilite les contrôles, de pas avoir un mélange des genres, et donc, eh bien, ça facilite le travail de tout le monde, et même vous, pour votre propre gestion, en tant que micro-entrepreneur, pour votre propre suivi, c'est seulement plus pratique. Alors souvent, vous lirez et on vous dira « Ah, il faut avoir un compte professionnel quand on est micro-entrepreneur ». Pas du tout. Un simple compte personnel affecté à son activité micro-entreprise est largement suffisant. Donc ne faites pas cette erreur, vous ne faites pas avoir par les banques qui vont vous imposer d'ouvrir un compte professionnel. Et pour cause, un compte professionnel coûte bien plus cher qu'un compte personnel. Un compte professionnel, c'est entre 350 à 450 € par an de frais de gestion. Quand vous avez une activité micro-entrepreneur exercée à titre accessoire, activité donc secondaire, vous n'allez pas ouvrir un compte professionnel qui va vous coûter entre 350 et 450 €, alors que vous faites peut-être même pas 500 € de chiffre d'affaires dans une année. Bon, vous voyez ce que je veux dire? C'est complètement, mais c'est stupide. Le problème qu'il y a, c'est que, eh bien, lorsque vous ouvrez un compte personnel dans une banque, eh bien, au bout d'un moment, le banquier va voir un certain nombre de mouvements et ça va allumer des clignotants. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous appeler, il va vous dire « Monsieur, madame, vous êtes bien gentil, mais là, vous avez un compte personnel et en fait, vous l'utilisez pour une activité professionnelle et dans votre convention de compte que vous avez signée, il est bien spécifié que les mouvements qu'il y a sur votre compte bancaire ne doivent correspondre qu'à un usage pour une activité personnelle et vous n'avez pas le droit de l'utiliser pour un usage commercial professionnel. » Et il se cache derrière ces conventions de compte pour vous obliger à prendre un compte professionnel qui, évidemment, sur lequel ils vont pouvoir dégager de la marge. Donc, ce qui se passe, c'est que tout au tard, eh bien, les micro-entrepreneurs se retrouvent un petit peu coincés parce que même si, effectivement, ils ont séparé les choses comme leur impose la loi et qu'ils ont bien deux comptes bancaires séparés, eh bien, au bout d'un moment, le banquier les oblige à prendre un compte professionnel. Alors, ne faites pas ça, parce que moi, j'appelle ça ni plus ni moins, c'est vraiment scandaleux parce que c'est ni plus ni moins que de la vente forcée. Les banques n'ont absolument pas à vous forcer à prendre un compte professionnel. Sauf que elles sont dans leur bon droit, tout simplement parce que vous avez le jeu des conventions de compte. Alors, Dieu merci, les choses ont bougé. On a maintenant la chance d'avoir les néobanques. Et les néobanques sont en train de complètement faire évoluer le marché bancaire et c'est plutôt une bonne chose. Alors, je vais pas toutes vous les citer. Pour ma part, je suis passé de la Banque Postale qui était très intéressante au départ quand ils se sont lancés comparativement aux autres banques institutionnelles. Mais aujourd'hui, la Banque Postale, c'est aussi cher que les autres banques. Et j'ai souvent l'impression que ça avance pas vite chez eux, qu'ils ont un petit peu les pieds moulés dans le béton. Moi, j'aime bien les structures qui sont innovantes et dynamiques. Et donc, je suis passé chez Conto et j'en suis vraiment très content. Pour moins de 10 € par mois, j'ai absolument un compte bancaire professionnel qui est vraiment calibré pour mon activité. Vous n'avez pas besoin d'une usine à gaz pour allumer une bougie. Donc ça sert à rien d'avoir un compte professionnel qui va vous coûter 450 € par an, alors que vous n'avez pas de traite à remettre à l'escompte, alors que vous n'avez pas de concours bancaire à demander. De toute façon, en tant que micro-entrepreneur, on vous fera pas suffisamment confiance pour vous donner une ligne de crédit à court terme. Avec Conto, pour moins de 10 € par mois, je peux faire des virements internationaux, j'ai une traçabilité complète de mes opérations. Je peux même importer toutes mes opérations dans mon logiciel de comptabilité. Je peux transmettre également les éléments directement à mon comptable si je le veux. Alors vous en avez une deuxième également qui est très très bien, qui est N26. Alors je viens de m'inscrire chez eux, donc je peux pas encore vous donner un avis tranché sur cette néobanque. Sachez que dans les deux cas, de toute façon, les néobanques sont soumis aux régulateurs bancaires français et européens. Donc, ce sont des banques dont les fonds sont protégés et qui sont contrôlés par les régulateurs. Donc, c'est pas du gros n'importe quoi. Le seul inconvénient que vous pouvez avoir avec les néobanques, c'est pour les remises de chèques, puisqu'elles ne livrent pas de carnet de chèques et que vous n'avez pas la possibilité de pouvoir remettre à l'encaissement des chèques au sein de ces structures. Mais c'est, à mon avis, là encore des choses qui risquent d'évoluer. Et puis aujourd'hui, la plupart du temps, on est payé par virement ou on est payé par carte bancaire si vous faites
en tant que micro-entrepreneur, si vous avez un business en ligne, eh bien vous allez travailler avec qui? Vous allez travailler avec PayPal et vous allez travailler avec Stripe. Je vous conseille de travailler bien plus avec Stripe qu'avec PayPal, qui ont la fâcheuse manie de rembourser un peu trop vite ou de vous bloquer le compte lorsque il y a trop d'argent qui arrive sur le compte. Traduction, votre business marche très très bien, et bien au bout d'un moment, PayPal, il s'embête pas, il bloque le compte et il vous demande des informations complémentaires, et le petit cinéma comme ça peut durer pendant 6 mois. Bref, et une fois que vous encaissez dans le cadre de votre activité les sommes, et bien vous les virez tout simplement sur vos comptes bancaires respectifs. Donc profitez-en, avec les néobanques, les choses ne sont plus totalement bloquées. Vous avez la possibilité en tant que micro-entrepreneur, d'opter pour ce type de solution bancaire. Je vous invite à le faire parce que c'est fiable, c'est sérieux, ça vous coûte pas cher et vous avez des services bancaires qui sont vraiment dimensionnés par rapport à ce que vous faites, par rapport à la taille de votre entreprise. Alors, petite précision quand même, vous avez dû entendre parler de la loi Pacte qui va être présentée à l'Assemblée nationale en septembre 2018, et dans cette loi figure un certain nombre de dispositions en faveur des micro-entrepreneurs. Parmi ces dispositions, il y a pour les micro-entrepreneurs la suppression de l'obligation légale d'avoir 2 comptes séparés. Ça veut dire que si cette loi est votée par l'Assemblée nationale, si elle n'est pas trop amendée ou si elle n'est pas retoquée par le Sénat, eh bien en toute logique, en tant que micro-entrepreneur, dans les mois qui viennent, si vous avez un chiffre d'affaires inférieur à 5 000 €, vous n'aurez plus l'obligation d'avoir des comptes distincts. Alors, je ferai une vidéo spécifique sur la loi Pacte quand elle sera votée, parce qu'il y a pas mal de dispositions qui concernent les micro-entrepreneurs notamment. N'oubliez jamais par ailleurs, petite info, que une loi devient effective qu'à partir du moment où elle est publiée au journal officiel. Voilà pour cette vidéo consacrée aux erreurs qu'il faut mieux éviter de faire quand on se crée en tant que micro-entrepreneur. J'espère que ça vous fera gagner du temps, que surtout vous serez vigilant sur toutes ces erreurs. Vous faites pas avoir avec des lettres intimidantes ou des coups de téléphone intimidants, et ne payez surtout pas des choses que vous n'avez absolument pas à payer. Soyez également vigilants sur les dates d'échéance, à la fois pour les impôts, aussi pour les cotisations sociales. N'attendez pas que les infos viennent à vous. Allez vers les infos, anticipez les choses. La meilleure gestion, c'est une gestion d'anticipation. Et surtout, amis entrepreneurs, vous l'aurez compris, j'ai suffisamment insisté là-dessus. Faites-vous un échéancier des différentes dates. Voilà pour cette vidéo dédiée aux erreurs qu'il faut mieux éviter de faire quand on veut devenir micro-entrepreneur. Avant de vous quitter, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Vous avez le lien qui est situé en haut à droite de cette vidéo, mais également dans la description de cette capsule. Et puis, je vous invite également à vous inscrire sur le groupe Facebook. Vous avez tous les liens dans la description de cette vidéo. Sur ce, je vous dis à une prochaine fois. Salut!